Lorsque l'on songe que le numérique permet à un enfant autiste l'accès renforcé à la communication et donc la fenêtre sur le monde considérable que cette communication ouvre, eh bien, on est dans le droit de s'interroger sur la place du numérique pour venir simplement compenser cet isolement, pour venir compenser cette fragilité de manière à ouvrir de nouveaux espaces de sociabilité pour les personnes les plus exclues, de manière aussi à pouvoir redonner de la puissance d'agir pour l'ensemble des publics qui seraient empêchés ou fragilisés par un handicap soit inné, soit au cours de leur vie. Et pour en parler, j'ai donc le plaisir d'inviter sur cette table ronde d'abord Céline Poulet, qui est administratrice à la Croix-Rouge sur la question du handicap. J'ai également le plaisir d'inviter Michel Caron, qui est administrateur chez Nexem, Jean-Philippe Mingal, qui est président d'IPRA, et sur cette première table ronde, effectivement, simplement, donc Céline Poulet et Michel Caron, merci de me rejoindre pour ce premier moment d'échange. On a donc 25 minutes pour déflorer cette question de la diffusion des usages numériques dans le monde médico-social. Alors évidemment, toutes les personnes handicapées et toutes les personnes âgées ne sont pas dans le médico-social, mais celles qui y sont bien évidemment, pour une bonne partie, les plus fragilisées d'entre elles. Celles précisément pour lesquelles j'expliquais, le numérique vient compenser les fragilités que sont l'isolement ou l'empêchement d'agir, tout simplement. Et alors je commencerai avec vous, Céline Poulet, parce que je vous sais particulièrement sachante sur la question et investie, puisque vous étiez sur le Tech for Handicap Forum encore en mars, pour ouvrir ces échanges et ce débat public sur cette question. Est-ce que vous diriez que effectivement, le numérique a sa place, tout simplement, dans le médico-social et dans le sanitaire? Si oui, quelle place et comment diffuser les fantastiques progrès que les usages numériques apportent pour ces publics? Alors moi, avant de vous répondre, j'ai envie de vous embarquer dans une histoire. Je suis Céline, j'ai 35 ans. Je viens de faire un très grave AVC qui va me laisser sans moyen de communication et avec des problématiques moteurs extrêmement importantes. Alors on va m'orienter vers un foyer d'accueil médicalisé parce que dans le foyer d'accueil médicalisé, j'ai un panel de professionnels et que ce panel de professionnels, tout d'un coup, on va tout de suite voir que ma priorité, c'est de pouvoir communiquer. Parce que sans outil de communication, je ne peux pas interagir sur mon parcours. Cette équipe de professionnels, très bien formée à la communication alternative et améliorée, très bien formée aux outils numériques, tout de suite me fait faire plusieurs évaluations en termes de communication, plusieurs évaluations fonctionnelles, et tout de suite se met en lien avec un centre ressources multimédia numérique sur le territoire, parce que sur tous les territoires, il y a ces centres ressources numériques multimédia avec des professionnels très formés, pluridisciplinaires, des startups qui cherchent à développer de manière intensive des nouveaux projets, également des personnes comme moi qui sont en situation de handicap. Très vite, je vais avoir un outil de communication adapté à moi-même. Je peux l'emprunter pour l'essayer. Toute l'équipe de professionnels m'aide pour pouvoir communiquer et ça marche bien. J'ai une commande oculaire, un logiciel et c'est absolument formidable. Je retrouve mon élocution. Très vite, en définitive, je peux repartir sur un logement un peu plus inclusif, c'est-à-dire comme chez nous. Là, j'ai une équipe mobile qui, dans mon domicile, m'aide aussi sur ces outils de communication à progresser. Et je progresse, je gagne en compétences, j'ai plus besoin de ma commande oculaire. Qu'est-ce que j'en fais de ma commande oculaire? Je le remets dans un système, évidemment, d'économie circulaire. Parce que, évidemment, cette commande oculaire, j'ai réussi à l'obtenir via la maison départementale des personnes en situation de handicap dans le cadre de la solidarité nationale. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas ça, demain, l'avenir du numérique dans le médico-social? Retour à la réalité, en 2018, malheureusement, si vous avez un AVC, si vous êtes avec des troubles de la communication, si vous avez des troubles du spectre de l'autisme, si vous avez une déficience intellectuelle qui ne vous permet pas de communiquer, tous ces outils-là ne sont pas forcément connus et
et utilisé dans le système médico-éducatif. Alors pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, il n'y a pas de relation entre les startups et le médico-social. Il n'y a pas de centre ressources multimédia et numérique tel que je l'exprimais. Il n'y a pas une bonne connaissance des maisons départementales des personnes en situation de handicap. Et il n'y a pas d'économie circulaire. En France, mon eye tracker, tel que je vous en parlais tout à l'heure, ma commande oculaire, si je n'en ai plus besoin demain, bien que ça soit la solidarité nationale qui m'ait permis de l'acquérir, je pourrais la vendre sur Le Bon Coin. Voilà. Aujourd'hui, le système, il n'est pas organisé. C'est ça le problème. C'est pas que le médico-social n'a pas envie de travailler avec les start-up. C'est pas que les start-up ne peuvent pas venir travailler et regarder ce dont ont besoin les personnes en situation de handicap. C'est pas que les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas envie d'utiliser des nouveaux outils. C'est que le système n'est pas organisé. Au niveau de la Croix-Rouge française, on plaide pour une stratégie nationale du numérique. Il faut investir dans le numérique et l'intelligence artificielle au service des personnes en situation de handicap. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisqu'on n'a pas organisé le système qui fonctionne toujours en silo. C'est la même chose dans le sanitaire. On prend l'exemple du médico-social. C'est la même chose dans le sanitaire. C'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour les personnes en situation de handicap, et encore plus pour la protection de l'enfance. Les enjeux sont maintenant. C'est maintenant qu'il faut investir de manière, significative sur l'ensemble des territoires. Les acteurs sont prêts. Il suffit de mettre les bons tuyaux au bon endroit et les moyens là où il le faut. Ouais, c'est ça, c'est un enjeu d'intérêt général absolument central, puisqu'aujourd'hui, être exclu du numérique, c'est être exclu de la société, tout simplement. Est-ce que vous partagez, Michel Caron, ce constat dressé par Céline Poulet, selon lequel un monde idéal se profile devant nous, mais que ce monde, il reste à construire? Quelle est la réflexion aujourd'hui de Nexem sur ce sujet? Est-ce que vous partagez ce vœu pour une stratégie nationale sur ce sujet? Moi, j'avais envie de dire d'abord que le propos de Céline Poulet, c'est la partie avancée du travail qu'il faut développer, qu'il faut déployer. Et finalement, notre présence côte à côte, la présence de Nexem et de la Croix-Rouge côte à côte, elle est légitimée par ce formidable défi qui consiste à dire nous avons cette expérience d'être aux côtés des personnes les plus fragilisées dans notre société, que ce soit du côté de la maladie, de l'extrême pauvreté, du handicap, de l'abandon social. Je veux aussi mentionner la protection de l'enfance, qui est quand même un grand sujet dont on s'occupe. J'ai envie de dire, pour commencer, que moi je pense que le numérique, c'est comme deux ou trois autres grands symptômes dans notre société. C'est un révélateur, et c'est un révélateur de quoi? J'ai écouté les propos, y compris de Nicolas Hulot tout à l'heure et de ceux qui l'ont précédé. Moi je crois que le numérique, c'est un révélateur à la fois de potentiel, mais aussi un révélateur d'inégalités formidables. C'est Coluche qui disait il y a des Français qui sont plus égaux que d'autres. Eh bien, moi j'ai l'impression qu'il parlait du numérique. Il parlait du numérique. On n'est pas tous sur la même ligne de départ, on n'a pas tous les mêmes outils, on ne fait pas tous les mêmes rencontres. Et donc, l'aventure que nous décrit Céline et en même temps l'antidote que l'on contribue à construire ensemble, parce que c'est quand même notre engagement, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, eh bien il y a les deux en même temps. J'ajouterais que on touche à toutes ces causes et ces zones de risque d'exclusion et de marginalisation dans notre société. Alors c'est pour ça qu'il y a d'autres sujets de société qui pourraient donner lieu au même développement. Mais mettez le numérique en jeu, comme le disait Nicolas Hulot très justement tout à l'heure, ce qu'on cherche dans cette affaire-là, c'est de retrouver ou de construire le sens de l'aventure du numérique, plus que de faire batailler dans un espace clos des spécialistes du numérique, que je ne suis pas d'ailleurs.
Voilà. Donc, pourquoi Nexem est là aussi, petit commentaire bref, précisément parce que ça a du sens d'être aux côtés de la Croix-Rouge, ça a du sens de parler des publics aux côtés desquels nous sommes depuis de longues années, ça a du sens aussi de dire que Nexem, c'est une organisation professionnelle. C'est-à-dire que nous avons des responsabilités à l'égard des associations, des fondations, de toutes ces organisations de l'économie sociale et solidaire. Et notre organisation professionnelle, bien évidemment, eh bien, elle doit absolument s'impliquer sur le champ du numérique. Et je confirme ici que nous avons encore beaucoup à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, ce qu'on fait déjà aussi, et c'est ce qui permet à la partie positive du propos de Céline d'être pertinente, c'est que Nexem et d'autres, et j'imagine la Croix-Rouge aussi, nous soutenons des expérimentations, nous construisons des partenariats avec des entrepreneurs, avec des associations, et donc on illustre au fond la fonction classique du monde associatif qui est, étant en contact avec les besoins sociaux, les vivants au quotidien, on est capable, bon an, mal an, d'essayer de construire des expérimentations et d'essayer d'être innovant. Oui, pour simplement rebondir, je crois que Nexem a été l'un des opérateurs qui s'est démarqué aussi par ces expérimentations, notamment de certaines innovations de la Handitech. Si je songe au robot Leka ou je crois aux applications de Learn & Joy, ce sont typiquement des innovations qui permettent l'accès à la communication donc pour les personnes en situation d'autisme. Eh bien, ces innovations-là ont été expérimentées au sein de Nexem, je crois. Voilà, donc vous citez effectivement Leka, qui est un petit robot et qui repose donc sur l'alliance entre la robotique et le numérique. Vous mentionnez aussi Learn & Joy, qui est aussi un beau projet qu'a accompagné et soutenu Nexem, qui consiste à mettre des tablettes numériques dans les mains d'enfants dont on aurait pu imaginer qu'ils n'étaient pas prêts ou pas faits pour ça. Y compris dans l'association que je préside, qui est membre de Nexem, on a expérimenté ces tablettes numériques dans les mains des enfants avec autisme, et on voit bien cette redécouverte permanente de la capacité d'apprendre. Et finalement, c'est pas si vieux que ça qu'on s'est aperçu que les enfants avec autisme étaient capables d'apprendre, étaient capables de progresser, et à partir du moment où on ne se plaçait plus seulement de notre point de vue, mais qu'on essayait d'accompagner leur propre point de vue. Et donc, cette expérience-là, elle est très révélatrice d'un changement de positionnement par rapport aux personnes qui, dans un premier temps, apparaissent comme à côté, comme étant à part, et on est toujours tenté de les mettre dans des structures très spécialisées, avec des moyens spécialisés. Et quand on fait des efforts et des expérimentations et qu'on est un peu créatif, on s'aperçoit qu'ils doivent avoir, à un moment donné, la possibilité de repartir sur des moyens auxquels tout le monde accède. Et quand vous parlez d'apprentissage, bien sûr, l'accès au numérique est conditionné par la transformation de chaque individu en un être apprenant. Et c'est finalement l'un des principaux obstacles. Est-ce qu'il est possible, du coup, puisque c'est l'un des grands débats qui anime aujourd'hui le débat sur l'inclusion numérique, est-ce qu'il est possible de faire de chaque personne âgée, de chaque personne handicapée, quel que soit d'ailleurs son âge ou sa situation, un être apprenant, Céline ? Moi, je vais rebondir sur toutes les expérimentations. C'est bien sûr, le numérique permet, c'est un accélérateur. Ce qui est extrêmement intéressant par le numérique, c'est qu'on peut aller identifier des compétences qu'on ne peut pas identifier par ailleurs. Je vais vous parler d'un exemple tout simple. Les personnes qui sont polyhandicapées, vous savez ce que c'est que le polyhandicap, hein, comme dire des troubles cognitifs sévères accompagnés de troubles moteurs sévères. Donc les personnes polyhandicapées, généralement, on pense
qu'elles ne peuvent pas communiquer. On nous dit non, elles ne peuvent pas communiquer, etc. Et avec le eye tracker, qui est quand même pas une innovation extraordinaire, d'accord ? C'est la commande oculaire qui existe depuis des années. Avec la commande oculaire et, vous allez tout de suite comprendre, un logiciel de cause à effet. Vous savez, c'est les tartes à la crème qu'on va écraser sur le visage de quelqu'un. On aime tous ça. Moi, la première. Eh bien, on arrive à identifier des compétences extraordinaires de ces enfants. On a fait une expérience. On a pris 10 enfants où on nous disait non, mais c'est pas possible qu'ils puissent communiquer, qu'ils comprennent le cause à effet, etc. On a mis le eye tracker, c'est-à-dire donc, commande oculaire. Donc, ils contrôlent en définitive l'ordinateur, vous me suivez, avec leurs yeux. Et donc, il faut qu'ils comprennent la consigne, c'est-à-dire d'aller écraser la tarte à la crème sur le visage, donc une compétence cognitive. La deuxième, c'est de réussir à le faire, de comprendre que je peux conduire mon ordinateur avec les yeux. Si vous avez jamais fait l'expérience, je vous invite à le faire. Et troisième, c'est de réussir. Eh bien, sur les 10 enfants, 7 ont réussi. 7, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Qu'on n'a jamais identifié leurs compétences cognitives. Parce que si demain, ils comprennent le cause à effet, ça veut dire quoi ? Demain, je peux rentrer sur le oui-non. Et après-demain, eh bien, je peux commencer. Alors, peut-être à m'exprimer de manière très simplifiée, mais déjà de pouvoir dire oui, non, je veux pas. Le secteur aujourd'hui, notre secteur, c'est le parcours de vie, le projet de vie, etc. Mais si vous ne communiquez pas, comment vous pouvez faire parcours de vie ? Le numérique est un accélérateur. C'est un accélérateur à la fois de l'identification des compétences, mais c'est aussi d'accompagner, évidemment, quand je peux commencer à communiquer, d'avoir des outils qui vont accélérer mes modes de communication avec les autres. Et pour les professionnels, c'est aussi voir autrement les personnes. Si j'identifie des compétences et si la personne elle commence à me parler, à me dire ah ben non en fait c'est pas du café, c'est du thé que je voulais, ça fait 20 ans que tu me sers du thé ou du café, ça change complètement les choses, ça change les pratiques professionnelles. L'expérience que l'on mène à la Croix-Rouge française sur la communication alternative améliorée, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas utilisé d'abord des outils numériques, on a d'abord formé les professionnels. Former les professionnels sur cette conduite de changement. Ensuite, on met les outils, ensuite on forme aux outils et ensuite on évalue. Évaluation de l'impact. Évaluation de l'impact pour qui ? Pour la personne, bien évidemment, mais aussi sur les conduites de changement avec les professionnels. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas les briques, il y en a partout. Il y en a à Nexem, il y en a à la Croix-Rouge, il y en a chez les autres opérateurs, APF France Handicap, l'UNAPI. Partout, il y en a des briques. Sauf que les briques, elles ne sont pas mises ensemble et qu'on a des bouts de briques partout qui n'arrivent pas à, en définitive, se parler. Et ces briques qui ne se parlent pas, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, c'est comment, en définitive, on a des centres ressources sur le territoire qui associent les acteurs du médico-social et du sanitaire, les start-up et les personnes en situation de handicap, parce que moi, j'entends encore beaucoup les mesures d'impact, etc. Mais les mesures d'impact, ce n'est pas les experts qui vont le faire. Ce sont les personnes. Il faut que la mesure d'impact, ça soit la personne qui nous dise si c'est impactant. Qu'on soit sur du co-design, le numérique, il doit aujourd'hui, les solutions du numérique doivent être construites avec la personne et non pas, dans son petit bureau en disant tiens, cette solution, ça pourrait servir. Voilà. Et c'est surtout inversé. C'est-à-dire qu'on a aussi des outils qu'on utilise par ailleurs, qu'on peut utiliser pour les personnes en situation de handicap, comme il y a des outils qu'on utilise pour les personnes en situation de handicap qui sont formidables. Je citerai Ava, Roger Voice pour ceux qui le connaissent, qui sont absolument formidables pour aussi les autres publics. Donc voilà, c'est un accélérateur, tout simplement. Et ce que j'entends, Céline, dans votre propos, c'est que le numérique réinvente aussi le travail social des professionnels et le transforme dans le sens où le professionnel n'est plus nécessairement celui qui fait à la place de la personne, mais celui qui transfère une puissance d'agir à la personne accompagnée. On rééquilibre les postures, vous voyez. Mais ça, il n'y a pas que le numérique qui fait ça. Hein. On travaille beaucoup sur le pair à pair, mais il y a une table ronde demain. Je vous invite tous à y participer. Le pair à pair rééquilibre les postures aussi. Hein, d'avoir des personnes en situation de handicap qui viennent au contact aussi d'autres personnes en situation de handicap aux côtés des professionnels. Mais oui, vous avez tout à fait raison, le numérique aussi, ça rééquilibre les choses, ça rééquilibre en fait les postures et ça permet aussi aux professionnels de développer aussi avec les personnes en situation de handicap. On voit les expériences avec eFabric sur des Fab Labs, etc., où on utilise des logiciels et on utilise beaucoup aussi d'outils numériques qui permettent d'avoir des duos gagnant-gagnant, le professionnel, la personne en situation de handicap, qui sont co-créateurs. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est la puissance en définitive de création
où on rééquilibre en définitive les choses. Et ce que j'entends même chez certains professionnels, c'est que le numérique apporte une revalorisation des métiers. J'étais hier, par exemple, sur une table ronde avec des auxiliaires de vie et des ergothérapeutes, qui sont deux professions qui sont en demande aujourd'hui de reconnaissance, de renforcement de leur statut. Et on voit bien que le numérique permet tout simplement de qualifier, de requalifier une partie de leur métier dans un sens noble et au service des gens. Il faut insister sur cette idée-là. Quand je disais tout à l'heure, le numérique, soit c'est un révélateur d'inégalité, soit c'est un révélateur de potentiel. Je pense que aussi bien pour le monde médical que pour le monde médico-social et que pour le monde social, c'est un révélateur de nouvelles dimensions de la vie professionnelle, la raison pour laquelle les employeurs, que sont aussi bien la Croix-Rouge, où il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a aussi beaucoup de professionnels, Annexem, c'est aussi notre monde, on a une grande responsabilité à investir de manière très importante sur le champ du numérique, à la fois dans l'évolution des compétences des professionnels et à la fois sur de nouvelles dimensions des capacités d'apprentissage des personnes aux côtés desquelles nous sommes pour différentes raisons. Et je crois qu'il faut rappeler, j'avais envie de le rappeler, qu'on avait bien, avec ce monde associatif portant cette évolution du numérique et cette transformation, on a bien ces grands enjeux que sont l'accessibilité des services d'abord, tout ce qui est dématérialisation. C'est une banalité de rappeler qu'il n'y a qu'à voir au moment de la déclaration d'impôt le dégât que ça fait dans les chaumières. Donc c'est banal de le rappeler, mais le handicapé, c'est pas toujours la personne qui est très très différente, c'est nous-mêmes en situation. Donc l'accessibilité des services, il y a beaucoup à faire et ça va transformer les métiers du social. Alors, petite question, le développement Michel. du lien social. Alors, chacun voit bien aussi que le numérique a révolutionné la communication, simplement, et que c'est encore les mêmes qui vont se retrouver sur le côté. C'est pour ça qu'il faut arriver à cette formule qui est non pas des moyens spécifiques dans un petit coin spécifique, mais bien accompagner ces personnes qui ont des difficultés particulières pour qu'elles prennent pied dans les pratiques qui sont partagées par tout le monde et pour qu'elles aient elles-mêmes la capacité, comme le soulignait à juste titre Céline, de contribuer à l'élaboration de ces méthodes et de ces outils. Et si vous me permettez, Michel, peut-être juste une question par rapport aux enjeux que vous repérez tous les deux, qui sont ceux de la formation des professionnels. Puisqu'on le voit aujourd'hui, on a toute une série d'innovations qui apportent cette puissance d'agir. On a une volonté politique d'action au niveau des fédérations d'acteurs du médico-social. Et il y a bien évidemment la question au centre du professionnel qui est au contact des bénéficiaires, des patients et des personnes fragilisées. Et cette question, je vous propose de la discuter pour terminer notre table ronde. Comment aujourd'hui construire un véritable programme de formation nationale des professionnels? Comment construire ces môles de compétences dont on voit bien qu'ils ne viennent pas exclusivement des professionnels eux-mêmes, puisque pour se documenter sur la communication alternative, ça représente évidemment une somme considérable qu'aujourd'hui les professionnels font sur leur temps bénévole. Et c'est difficilement acceptable et difficile de se professionnaliser dans ce contexte-là. Du coup, quelle est aujourd'hui la stratégie que nous devons adopter en matière de formation de ces professionnels-là? Et aussi, puisqu'il y en a très certainement aujourd'hui qui nous écoutent, quel est le rôle des bénévoles également dans ce service public? Moi, déjà au niveau de la stratégie, au niveau de nos organisations, on pourrait, avec Céline, dire nous avons le plaisir de dire que depuis maintenant un petit moment, nos directeurs généraux, nos présidents de nos grandes organisations sanitaires et médico-sociales sont en train de travailler ensemble sur des sujets qu'ils identifient et donc avec des enjeux considérables puisque je crois que tout ce beau monde représente environ dans le secteur sanitaire et social, 800 000 personnes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.
les principales grandes organisations professionnelles que sont la Croix-Rouge, Nexem, Unicancer et la FEAP travaillent ensemble depuis un certain temps pour essayer de répondre à des enjeux et à des défis qui sont communs. Donc vous mettez le doigt sur la politique de formation, et c'est l'enjeu majeur, puisque comme nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais pour les autres, comme notre métier, c'est de prendre soin des autres, et la meilleure manière de prendre soin des autres, c'est de soutenir leurs projets, d'accompagner leur parcours, eh bien, aux premières loges, il y a la politique de formation du personnel. Alors, moi, je suis persuadé que dans la politique de formation professionnelle qui fait l'actualité politique en ce moment, il est plus qu'urgent, et je sais qu'on s'y emploie, de construire les outils et les méthodes pour porter cette grande ambition de formation continuée des professionnels de nos métiers. Le grand regret quand même, c'est que il y a eu tout le volet de réingénierie des diplômes du travail social et qu'il n'y a quasiment rien sur le numérique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, et même quand vous regardez les différents rapports, en fait, on n'arrive pas à intégrer le numérique qui pourrait être un accélérateur sur beaucoup de choses. Sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, on continue à réfléchir, alors comment on pourrait, etc. Et on ne regarde pas les outils numériques. Donc, en fait, dans les professions, même dans les nôtres, il n'y a pas systématiquement un réflexe en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas une application numérique, en définitive, qui nous faciliterait la vie ? Vous voyez, le réflexe numérique n'est pas encore dans les têtes de tout le monde. Et c'est dommage, parce que dans cette réforme, cette réingénierie des diplômes du travail social, c'était le moment de pouvoir former une nouvelle génération de professionnels avec le numérique dans la tête, avec une envie aussi de faire, parce que les professionnels, ils ont envie de faire. Hein. Donc, ça veut dire que si on a raté le coche sur la formation initiale, il ne faut pas rater le coche sur la formation continue, c'est-à-dire tout au long de la vie. Et ça, il y a un enjeu des acteurs de se mettre ensemble, se mettre d'accord sur des cahiers des charges. C'est quoi la priorité ? Ça veut dire quoi le numérique, en définitive ? Comment on accroche les professionnels ? Et ça, vous les accrochez qu'au travers de projets. Si vous les accrochez pas, sinon ça devient du théorique, c'est pas intéressant pour eux. Donc il faut les accrocher sur 2, 3, 4 projets prioritaires sur lesquels on les forme, et on les forme ensemble, c'est-à-dire qu'on a des cahiers des charges partagés. Mais vous savez que la formation est aussi un enjeu de concurrence énorme, et que la concurrence, il faut en parler aujourd'hui. Et c'est ça qui, quelquefois, ne nous permet pas de nous mettre d'accord en fait, sur des formations qui pourraient apporter vraiment une profonde révolution du travail social. Et on n'en est pas encore là, mais je pense que, et Michel a tout à fait raison, c'est le fait que les grandes fédérations, les grandes organisations portent ces projets-là, il manque pas grand-chose, en définitive, pour qu'on arrive à monter ces cahiers des charges et à trouver les financements ad hoc. Et pour terminer, Michel, Nexem étant une fédération d'employeurs, est-ce qu'aujourd'hui, les directions générales des établissements que vous fédérez, elles partagent ce sentiment de Nexem et évidemment expérimentent certains projets de leur propre chef ? Moi, j'ai envie de dire, elles font plus que partager, elles sont bien souvent en avance. Au fond, ce qu'on peut faire de mieux dans une fédération, c'est de porter l'expérience de nos adhérents, de nos associations, mais c'est de les potentialiser, c'est de les fertiliser, c'est de les faire communiquer. Et puis, dans le même temps, j'ai envie de dire aussi, c'est aussi de demander au pouvoir public de progresser dans la reconnaissance de cette capacité d'expérimentation et d'innovation de notre monde de l'économie sociale et solidaire. Et là, il y a beaucoup à faire sur le sujet. Il y a encore beaucoup à faire sur le sujet. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je crois qu'on sort de cette table ronde avec les idées plus claires. Merci à Céline Poulet et merci à Michel Caron infiniment pour leur contribution.